Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorables ministres, chers invités, chers participants, bonjour et bienvenue. Je suis très heureuse d'ouvrir cette cérémonie et c'est une immense fierté de vous accueillir aussi nombreux, encore une fois ici à Lomé, pour cette 3e édition de la FISE. Et au nom de Jeune Afrique Media Group, je vous remercie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ramatoulaye Goudiaby, directrice de la FISE, et je partage une passion commune avec vous, la finance, un secteur dans lequel je travaille depuis plus de 15 ans. Nous voilà partis pour 2 jours de discussion, de débat, de networking aussi, et pas que. A FISE is not a talk show. C'est la phrase qu'a prononcée l'un de nos participants l'année dernière, et il a raison. La FISE, ce n'est pas qu'un événement. La FISE, c'est une plateforme de dialogue public-privé, active toute l'année. Et depuis sa création, en 2020, par M. Amir Ben-Hamed, président, directeur général de Jeune Afrique, elle a pour vocation de répondre à 4 enjeux cruciaux pour l'industrie financière africaine. Le premier, c'est de contribuer au développement d'un secteur financier africain de classe mondiale. Le deuxième, c'est de placer l'industrie des services financiers au cœur de la réussite du projet de la ZLECAf. Le troisième, c'est de doper l'inclusion financière et d'assurer ce développement et surtout de l'économie réelle. Et enfin, le quatrième, c'est de donner une voix à l'industrie financière africaine lors des débats de régulation internationale. Ces enjeux sont d'autant plus cruciaux, notamment dans ce contexte macroéconomique difficile, marqué par cette inflation persistante, les problématiques de liquidité, de financement des PME, mais aussi de refinancement. Nous avons l'intime conviction que nous devons tirer parti de cette situation au lieu d'attendre surtout que l'orage passe. Parce que l'Afrique est la nouvelle frontière. Et notre industrie a été longtemps, et depuis ces 3 ans, capable de le démontrer. Pour construire ensemble cette industrie financière de classe mondiale et saisir cette opportunité estimée à 1,5 milliard de dollars, nous devons continuer à mobiliser les ressources locales, augmenter la pénétration des marchés financiers, augmenter la pénétration financière de manière générale, approfondir les marchés financiers et également tirer parti des innovations technologiques. Et enfin, nous devons continuer à réfléchir ensemble aux solutions qui vont nous mener vers cette transition, et je dirais même plus, cette disruption à laquelle nous aspirons tous. Je le répète encore, notre industrie a les capacités de le faire. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises et depuis 3 ans, malgré ces polycrises. Nous sommes capables de résister aux chocs exogènes. Les résultats du 3e trimestre l'ont prouvé. Malgré la baisse, pour certains acteurs, de la rentabilité ou de la solvabilité. Notre industrie est toujours innovante. Et justement, dans ces moments de crise, de liquidité, elle a été capable d'utiliser, notamment pour se refinancer, plus d'instruments sophistiqués. On titrise plus, on tokenise même les actifs aujourd'hui. Notre industrie est toujours aussi ambitieuse. Et pas mal d'acteurs locaux ici présents n'ont pas hésité une seule seconde à tirer parti de la sortie des grands acteurs internationaux pour développer leur franchise et atteindre cette taille critique nécessaire pour devenir de véritables champions continentaux et, je l'espère bientôt, internationaux. Notre industrie financière est toujours en quête de cette intégration régionale, mais elle est en marche et elle doit s'accélérer au même titre que l'harmonisation des réglementations. Pour relever ces défis,
La FIS se positionne à vos côtés pour être un catalyseur de nos ambitions communes. Je vais vous donner 3 exemples issus de l'édition 2022. Après les discussions de Bâle III, lors des sessions de table ronde, l'un de nos partenaires ici présents a été mandaté pour réaliser une étude d'impact sur l'application de Bâle III au sein d'une institution financière. Mike Ogbalou, le CEO de PAPS, a initié ici, à la FIS l'an dernier, ses premières discussions avec les banquiers centraux et les banques commerciales, afin de promouvoir cette plateforme qui est nécessaire à l'intégration régionale et au succès de la ZLECAf. Cette année, nous aurons l'honneur d'assister à la signature du premier grand contrat de garantie jamais signé en Afrique pour un montant de 200 millions de dollars. Je n'en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous dans 2 heures en salle de conférence de presse. Vous avez fait confiance à la FIS et l'histoire vous a donné raison. Chers partenaires, chers participants, continuons de construire ensemble cette plateforme. Je vais maintenant remercier nos fidèles partenaires et surtout les nouveaux. Mais j'ai une attention encore plus particulière pour AFC, qui œuvre quotidiennement pour assurer le développement de ce secteur financier de classe mondiale, et pas que. Et la meilleure personne pour nous en parler ce matin n'est autre que le vice-président pour la région Afrique de l'AFC. Et je vais vous demander de m'aider à accueillir sur scène M. Sergio Pimenta. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première ministre, Excellences, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les gouverneurs, cher Amir, cher Rama, chers partenaires de Jeune Afrique Media Group, Mesdames et Messieurs, honorables représentants de la presse économique et financière, honorables invités en vos rangs et qualités, un grand bonjour et permettez-moi, au nom de la Société financière internationale, de vous souhaiter la bienvenue à cette 3e édition de la FIS, le sommet de l'industrie financière en Afrique. C'est un très grand plaisir, un très grand honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui ici. Cette année, et pour la 2e fois consécutive, cet événement est organisé à Lomé, sous l'égide du Togo, auquel sont associés la SFI et le Jeune Afrique Media Group. Mes remerciements s'adressent donc tout d'abord aux autorités togolaises pour leur généreuse hospitalité et leur confiance renouvelée, ainsi qu'au groupe Jeune Afrique pour cette excellente collaboration qui se poursuit toujours plus ambitieuse. Et pour prouver cette ambition, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, vous êtes encore plus nombreux à avoir répondu présent, un signe, je crois, de l'intérêt grandissant pour le développement du secteur financier en Afrique. Un grand merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte qui n'est pas facile. Et je pense que la vidéo et les titres que nous avons vus juste au départ de cette conférence nous montrent bien les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Comme le reste du monde, l'Afrique reste confrontée à un environnement économique marqué entre autres par une crise mondiale du crédit, des taux d'intérêt qui sont historiquement élevés et un ralentissement des financements internationaux. Les effets persistants de la pandémie de Covid-19, les conflits en Europe, au Moyen-Orient, l'inflation galopante et l'impact croissant du changement climatique ont de graves répercussions sur les économies du continent africain. Face à ces défis, nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser une croissance économique durable, inclusive et verte en Afrique. Et le secteur financier joue un rôle absolument essentiel dans le déploiement de ce modèle. Il s'agit d'accompagner l'émergence d'une Afrique plus inclusive et plus connectée, d'assurer la sécurité alimentaire de la région, d'améliorer l'accès au logement et d'assurer la transition énergétique du continent,
Sur tous ces enjeux, des réponses concrètes et rapides sont attendues. Alors, comment l'industrie financière africaine peut-elle apporter des réponses ? La stratégie du groupe de la Banque mondiale, auquel nous appartenons, adoptée à Marrakech très récemment, est articulée autour de 5 piliers: capital humain, prospérité, planète, infrastructure et numérisation. Et ces 5 piliers ouvrent la voie. En ligne avec eux, les acteurs financiers peuvent se concentrer, je pense, sur 3 domaines d'intervention prioritaires. Tout d'abord, le financement des micro, petites et moyennes entreprises. Nous le savons tous, ces entreprises constituent l'épine dorsale des économies en Afrique. Elles fournissent des biens et des services essentiels, créent de nombreux emplois et favorisent l'innovation. Autour de chacune de ces petites entreprises se structure un écosystème économique. Et c'est bien de leur maintien en activité que dépend la capacité du continent à structurer de véritables chaînes de valeur régionales et nationales et de créer des emplois. Il est plus que jamais nécessaire de les accompagner. Et nous prenons cette responsabilité très au sérieux à la SFI. Et nous avons fait du financement des petites et moyennes entreprises une priorité très importante. Au cours de ce dernier exercice budgétaire, qui s'est terminé en juin, nous avons ainsi investi plus de 2 milliards de dollars en faveur des petites entreprises en Afrique. Que ce soit de la République démocratique du Congo au Togo, du nord au sud du continent, de l'est à l'ouest, nous avons collaboré avec des institutions financières, avec beaucoup d'entre vous ici dans la salle, via des investissements et des services conseils, pour les aider à mieux et davantage servir les entrepreneurs. Et puisque nous sommes au Togo, permettez-moi de mentionner que 65 millions de dollars ont été investis ici au cours des 5 dernières années avec le concours de nos partenaires financiers pour accompagner les entrepreneurs dans le développement de leurs activités. Je donnerai juste un exemple, une entreprise qui s'appelle Zener, qui a été sélectionnée en 2022 dans le cadre de notre programme en faveur de ce que nous appelons les champions locaux. C'est un bel exemple de ce potentiel africain dont nous voulons et nous devons accompagner l'essor. Le secteur financier s'engage de manière plus déterminée dans cette direction. Il est très important et encourageant de constater que ces dernières années, grâce aux canaux numériques, à des modèles commerciaux de plus en plus innovants et à des partenariats avec de nouveaux prestataires de services financiers tels que les fintechs, les banques, les institutions et les microfinances et les compagnies d'assurance ont fait passer leurs activités en faveur des micro, petites et moyennes entreprises à la vitesse supérieure. Je voulais mentionner cette question des PME parce que je crois qu'elle est vraiment centrale au niveau de l'agenda de développement de l'Afrique. Mais le second domaine d'intervention que je voudrais mentionner est le financement du commerce, et notamment le commerce continental, qui est d'ailleurs une autre manière d'accompagner les petites entreprises. S'il faut, pour faire progresser la zone de libre-échange continentale, continuer à travailler à lever les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce, il faut tout autant lever les obstacles en termes de financement du commerce. Et c'est seulement si on agit sur ces 2 aspects de façon simultanée que l'on peut effectivement aider tous les acteurs économiques africains, et particulièrement les plus petits acteurs, toujours davantage touchés par les obstacles que le continent peut faire face. Le destin de la ZLECAf ne repose pas uniquement entre les mains du secteur public. Le secteur privé et l'industrie financière ont un rôle clé à jouer pour faire de ce projet une réalité, et notamment les banques régionales. À elles de saisir l'opportunité que constitue le retrait des banques internationales des activités de financement du commerce en Afrique. Pour mémoire, nous avons recueilli des données avec l'OMC et dans un rapport que nous avons publié conjointement l'an dernier, nous avons estimé que le commerce au sein rien que de la CEDEAO, donc une partie du continent, pourrait augmenter de 8 à 16%, soit près de entre 13 à 26 milliards de dollars par an, si les acteurs financiers parvenaient à répondre à la demande de financement du commerce. Pour cela, vous pouvez également compter sur nous. Au cours de notre dernier exercice 2023, nous avons investi plus de 1 milliard de dollars dans le financement du commerce sur le continent et nos programmes en Afrique devraient financer plus de 30 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Nous constatons une évolution de l'économie africaine, caractérisée par une plus grande orientation des entreprises africaines vers les marchés continentaux. Le développement de l'Afrique, j'en suis convaincu, sera assuré par les acteurs africains. Le troisième et dernier domaine que je voulais mentionner comme un axe d'intervention prioritaire, il s'agit bien du financement de la transition climatique.
Selon le rapport de la Climate Policy Initiative, paru en 2022, l'Afrique aurait besoin en effet de plus de 2 800 milliards de dollars entre 2020 et 2030 pour mettre en œuvre ces engagements déterminés au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Cependant, les flux financiers annuels en faveur de la transition climatique en Afrique ne s'élèvent qu'à près de 30 milliards de dollars. C'est peu, c'est bien peu. Surtout quand on sait que sur le continent, les données que nous avons faites estimer au niveau de la SFI, nous avons estimé qu'à peu près 100 milliards de dollars, le marché est ouvert aux investisseurs privés dans le domaine des solutions pour l'adaptation climatique. Dès lors, l'enjeu pour les acteurs financiers est double. C'est à la fois la capacité à mobiliser davantage de fonds à la vitesse voulue, mais aussi et surtout la capacité à les mobiliser à une bien plus grande échelle. Et c'est là où nous devons faire preuve d'une bien plus grande créativité et surtout, et sans aucun doute, davantage associer l'effort de mobilisation à la préparation des projets. C'est ce que nous avons fait à la SFI. Nous avons financé, par exemple, l'an dernier, ici en Afrique, un projet de 1,1 milliard de dollars, un projet qui s'appelle Abydos et Amunet en Égypte, pour lequel nous avons réuni de nouveaux partenaires pour financer un projet à très fort impact climatique. Plus largement, lors de notre exercice dernier, nous avons engagé avec nos équipes d'infrastructure et d'énergie près de 900 millions de dollars en faveur de la transition énergétique. Et nous souhaitons bien sûr en faire bien plus. Vous l'avez compris, si les défis sont nombreux, les opportunités sont tout aussi nombreuses. Et l'industrie financière et le secteur privé ont un rôle primordial à jouer. Vous avez tous un rôle primordial à jouer pour aider ce continent à saisir ces opportunités. Voilà pourquoi je suis très heureux de voir réunis aujourd'hui si nombreux d'entre vous, ici dans cette salle. Cette salle regorge d'expertise, d'expérience et plus important sans doute, d'idées nouvelles. Les idées qui ont surgi l'année dernière, j'en suis sûr, d'autres vont surgir encore cette année. Et c'est bien sur votre connaissance du terrain, de cette connaissance même, que peuvent émerger les solutions adaptées à l'Afrique et portées par des entreprises africaines. Et vous pouvez compter sur nous à la SFI pour vous soutenir dans ces innovations et ces développements. Une nouvelle fois, un grand merci à tous pour votre présence, votre confiance et toutes vos contributions. Je suis sûr que ces 2 jours qui s'annoncent, qui commencent, vont être passionnants. Donc permettez-moi de vous souhaiter à tous des échanges très productifs et un excellent sommet à vous tous. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Sergio Pimenta. Et j'en profite pour remercier encore chaleureusement toute l'équipe d'IFC qui a œuvré pour faire d'AFIS une réalité. Chers participants, je pense que vous avez été très bien accueillis en République togolaise, République qui se veut être un hub financier puisqu'elle abrite un certain nombre d'institutions financières. Je vais vous demander de vous lever afin d'accueillir sur scène son Excellence Monsieur le Président de la République du Togo, Monsieur Faure Gnassingbé. Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Chers amis, chers invités, chers participants, je voudrais vous remercier de votre présence et remercier particulièrement le groupe Jeune Afrique et la SFI pour la confiance renouvelée dans notre capitale pour l'organisation de cette édition. L'édition AFIS 2022 faisait la part belle aux crises et à leur gestion. Son premier panel s'intitulait « Transformer la finance africaine en période de crise ». Force est de constater que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre. Le thème des crises laisse place à celui des opportunités. Le premier panel de cette année, bâtir une industrie financière africaine de classe mondiale, une opportunité à 1 500 milliards. Donc ce thème incarne cette nouvelle symbolique
Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord m'interroger devant vous. Comment expliquer ce regain d'optimisme? La normalisation des prix y est bien sûr pour beaucoup. Après des mois d'inquiétude, l'inflation retombe enfin et les prix des produits de base, notamment alimentaires et énergétiques, se détendent. Cette baisse de l'inflation est constatée partout dans le monde. Les dernières projections du FMI suggèrent que la hausse des prix aura atteint 6,8% en 2023 avant de revenir à 5,2% en 2024, une nette amélioration par rapport au taux de 8,7% enregistré l'année dernière. Mieux encore, la baisse de l'inflation est particulièrement prononcée dans notre espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le taux d'inflation est tombé à 2,7% en septembre 2023, une performance à saluer quand on la compare au pic de 8,8% enregistré en août 2022 et au taux de 6% en janvier 2023. Plus généralement, le dynamisme de nos économies a de quoi nous rendre optimistes. En Afrique de l'Ouest, les données de la campagne agricole 2022-2023 montrent une augmentation de 9,7% de la production vivrière au sein de l'Union, atteignant un volume impressionnant de 72 millions de tonnes. Étant donné l'importance cruciale de l'agriculture, qui emploie 65% de notre main-d'œuvre et contribue à hauteur de 40% à notre PIB, de telles réalisations ne peuvent que nous encourager. Notre secteur industriel n'est pas en reste. Le port autonome de Lomé est plus dynamique que jamais, suggérant de bonnes performances économiques pour l'ensemble de la sous-région. Cette tendance favorable ne se cantonne pas d'ailleurs au Togo ou à l'Afrique de l'Ouest. C'est l'Afrique subsaharienne tout entière qui s'engage résolument sur le chemin de la reprise. La région devrait connaître un rebond significatif avec une croissance estimée à 4%. À plus long terme, la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, sera ancrée, j'en suis sûr, cette reprise dans la durée. À l'heure où une partie du monde se détourne de la promesse des échanges commerciaux, notre pacte historique a créé le plus vaste accord de libre-échange au monde, tant en termes de population que de superficie. Il rassemble près d'1,5 milliard d'individus répartis dans 55 pays, formant une entité économique dont le PIB est comparable à celui de l'Inde. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le secteur financier qui nous intéresse. Notons tout d'abord le maintien des activités de crédit qui démontre la résilience de ce secteur malgré un durcissement manifeste des conditions de crédit. En Afrique de l'Ouest, le financement du secteur privé a conservé son dynamisme. Les créances sur l'économie ont connu une croissance annuelle de 11,6% en août 2023, après un taux de 15% le mois précédent. De manière plus générale, le marché des services financiers en Afrique devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec une augmentation annuelle d'environ 10% pour atteindre environ 230 milliards de dollars de revenus d'ici 2025. Ce développement est très largement porté par l'adoption rapide des fintech, soutenue par l'augmentation de la possession de smartphones, la réduction des coûts d'accès à Internet et une population jeune, en croissance rapide et de plus en plus urbanisée. Ainsi, depuis la pandémie, le dynamisme du secteur est extraordinaire. Entre 2021 et 2023, le nombre de fintech africaines a crû de 17% et on en compte aujourd'hui plus de 600. Ainsi présenté, l'avenir semble prometteur. Et pourtant, mesdames et messieurs, un sentiment pessimiste persiste en dehors du continent. La semaine passée, un journal français, Le Monde, faisait même état de perspectives économiques médiocres au sud du Sahara. Perspectives économiques médiocres au sud du Sahara. Un tel écart avec la réalité du terrain m'étonne. Malheureusement, les conséquences de ce biais négatif ne sont pas seulement symboliques. Ce biais menace très concrètement notre capacité à financer notre développement.
S'il y a quelqu'un de gentil pour me donner un verre d'eau, ça m'aiderait à finir mon discours. L'exemple le plus éloquent de cette problématique est bien entendu celui des notations souveraines, qui tendent à être systématiquement défavorables aux pays africains. Souvent, ces notations sont davantage influencées par la richesse des pays que par le risque réel de défaut. Ce deux poids, deux mesures était frappant au cours de la pandémie de Covid-19. La plupart des pays développés n'ont pas subi de dégradation de leurs notes, ce qui leur a permis de continuer à accéder au financement malgré une augmentation significative de leur endettement. Je veux insister devant vous que ce handicap dont souffre l'Afrique face aux notations souveraines ne date pas de la crise du Covid-19 et ne se limite pas à une comparaison entre les pays développés et les pays en développement. Historiquement, notre continent a toujours été confronté à un handicap notable, même par rapport à d'autres pays en développement. Prenons l'exemple de l'Angola. Voilà un pays qui n'a pas fait dépôt sur ses obligations depuis la guerre civile. Et pourtant, il a été contraint en 2017 de payer des taux d'intérêt significativement plus élevés que l'Argentine, qui a émis une obligation à 100 ans, 1 an après avoir fait défaut et 3 ans avant de faire défaut à nouveau. Ce bien ne se limite pas uniquement aux agences de notation. En effet, même pour une note équivalente attribuée par ces agences, un pays africain se voit souvent contraint de proposer des taux d'intérêt plus élevés. On peut prendre l'exemple de l'Afrique du Sud et du Brésil. Avec la même note de crédit, l'Afrique du Sud se voit imposer des conditions plus onéreuses par des investisseurs internationaux. C'est ainsi qu'aucun pays africain n'a émis de rebond depuis juin 2022. Une conséquence directe de ce biais est naturellement l'augmentation du coût des financements privés pour les gouvernements africains. Mais il affecte plus largement le financement de l'ensemble de nos économies. Les investisseurs prennent en compte les notations de crédit avant de prendre des décisions parce qu'elles servent de proxy pour évaluer l'économie dans son ensemble. Cette situation me préoccupe particulièrement parce que le secteur privé est appelé à jouer un rôle crucial dans le financement du développement africain. Mon pays a d'ailleurs toujours été résolument engagé sur cette voie, notre ambition étant de financer la moitié de notre feuille de route 2025 par des investissements privés. Mesdames et messieurs, plus généralement, la contribution du secteur privé sera critique dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, comme le rappelait M. Sergio Pimento, parce que d'ici 2030, il l'a dit, les besoins d'investissement pour l'atténuation du changement climatique dans les économies émergentes et en développement sont estimés à environ, vous avez dit 2080 milliards, moi j'ai 2000 milliards de dollars par an, et 80% de ces besoins d'investissement devront être financés par le secteur privé. Il est donc crucial de souligner que notre collaboration avec le secteur privé n'est pas seulement un choix stratégique, c'est une nécessité impérieuse, compte tenu de la stagnation des flux de l'aide publique au développement. Les données de l'OCDE de l'année 2022 sont à ce sujet éloquentes. Alors que les flux nets d'APD ont globalement augmenté en 2022 de 15% en termes réels, les données préliminaires indiquent que les flux bilatéraux nets vers l'Afrique ont, eux, baissé de 7% en termes réels. Dès lors, je veux souligner ici que si nous voulons saisir pleinement les opportunités du continent africain, nous devons rectifier ce prisme de perception négative. Il va sans dire qu'une partie de cet effort doit être entrepris au niveau national et en particulier, il incombe aux États de rassurer le secteur privé et de se montrer transparent et à l'écoute. Rassurer, c'est d'ailleurs l'objet du Conseil de concertation État-secteur privé
une plateforme mise en place par le gouvernement togolais pour conduire un dialogue permanent avec nos investisseurs. Les rassurer, c'est aussi assurer la sécurité du territoire et de nos côtes. Il incombe également à nos États de valoriser les opportunités offertes à nos pays. Cette promotion s'applique bien entendu aux projets individuels comme nous le pratiquons lorsque le gouvernement rencontre des investisseurs pour financer les projets spécifiques. Et nous savons tous que ces investisseurs se plaignent souvent d'un manque de pipeline dans nos pays. Cependant, au-delà de la promotion des projets isolés, il est primordial de véhiculer une vision à long terme. C'est dans cette optique que nous avons initié la feuille de route Togo 2025, destinée à servir à la fois de guide stratégique et de banque de projets. Je terminerai en disant que nous ne pouvons reprendre le contrôle du récit africain sans une action concertée. Je considère qu'il est crucial pour l'Afrique de regagner collectivement la maîtrise de son narratif. C'est dans cette perspective que le Togo s'engage depuis longtemps dans la construction et la concrétisation de l'unité panafricaine. C'est à Lomé en 2000 que les accords fondateurs de l'Union africaine ont été signés et c'est également dans notre capitale que se tiendra en 2024 le Congrès panafricain. Hier, nous étions avec le Nigeria à l'origine de la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1975 et dans le même esprit, nous avons contribué à la création de l'Alliance politique africaine, témoignant de notre engagement continu en faveur d'une autonomie stratégique panafricaine. Je me réjouis donc que ce sujet de la coopération africaine constitue aujourd'hui un fil rouge tout au long de notre programme, abordant des thématiques aussi variées que la taxonomie verte pour l'Afrique, la coordination réglementaire dans le secteur des fintech, ainsi que les discussions portant sur l'établissement d'une autorité bancaire unifiée à l'échelle de notre continent. Car il n'y a aucune raison valable pour que l'Afrique ne prenne pas sa juste place sur l'échiquier géostratégique mondial. Le continent représente 28% des États membres des Nations Unies et d'ici 2050, la population africaine constituera 25% de la population mondiale. Cette proportion devrait atteindre 40% en 2100. Notre voix, la voix africaine, doit être à la mesure de cet avenir. Merci et bonne conférence à tous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Et je vous remercie également de nous accueillir pour cette deuxième édition ici au Togo. Et j'espère que la FI sera un énorme succès. Vous avez parfaitement donné avec votre discours le ton pour le panel d'ouverture que nous avons maintenant débuté. Il va être modéré par l'un des meilleurs journalistes business de son temps. Et je vais vous demander de m'aider à accueillir sur scène M. Ramanyang.